J'ai 2 amis, c'est mes voisins. Ils sont tous les 2 profs au collège. Ils te disent ouais, non, la rémunération, tout ça, on s'en sort. C'est pas... Oui, on aimerait gagner plus, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la considération. Ils sont plus considérés aujourd'hui par leur hiérarchie, par la société, par les parents, par les élèves. Et donc, leur métier devient pénible, alors que c'était un métier noble. C'est un métier de vocation. Exactement. Donc, je reviens sur cette considération, parce que je pense que c'est la clé de tout, en termes de valeur. Bonjour et bienvenue dans le podcast Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je reçois aujourd'hui Éric Gras. Bonjour Éric. Bonjour Sarah. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je vais commencer par expliquer un peu à nos auditeurs à qui ils vont avoir affaire pendant ce temps d'échange. Donc tu es diplômé de Sciences Po, Aix-en-Provence. Tu as plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines et tu es un spécialiste de l'emploi. Fin 2018, tu as rejoint Indeed France, et ton rôle consiste à cerner donc du coup au plus près la réalité du terrain, les attentes des recruteurs, anticiper et répondre aux questions aux évolutions nombreuses dans les RH. Et tu es à la croisée des chemins entre les évolutions finalement comportementales des candidats et les besoins des recruteurs. Et du coup, tu tires profit un peu de toute la quantité de données que tu dois avoir chez Indeed pour trier, compiler, analyser et finalement sortir les tendances un peu du marché de l'emploi. Tu as pour mission également de faire évoluer les outils, les solutions proposées par Indeed, au regard évidemment de toutes ces datas. Et en 20 ans de carrière, tu as accompagné finalement de nombreuses fonctions RH, dans le cadre du recrutement, de la formation, de l'outsourcing, du reclassement également. Et ton expertise repose aussi sur la diversité des entreprises finalement que tu as accompagnées, aussi bien des grosses boîtes que des petites PME. Et dans tout le bassin d'emploi français. Et tu as préalablement exercé au sein de Adecco, BPI Group, l'AFPA et Talent People. Et donc, c'est ta passion pour les évolutions et les révolutions digitales dans le domaine des RH, mais aussi être en contact permanent avec les entreprises, les étudiants, les chercheurs, donc un écosystème autour de l'emploi. Riche. Ouais, bien résumé. Écoute, sur 20 ans de carrière, on ne pouvait pas faire moins. Quand même. 25 même. 25. Ouais, bon 25, ouais. Comment on se connaît ? Donc, en fait, Caroline Loisel, qui est venue dans le podcast Résonance, était très intéressée par entendre ta vision de l'expérience collaborateur et a proposé... Merci Caroline, d'ailleurs. Voilà, merci Caroline. On a un rituel dans le podcast, c'est je te propose la question mystère. Ah oui. Donc, alors, il faut que je choisisse ma couleur. Exactement. Alors, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Je vis en Provence et aujourd'hui à Paris, il fait beau et le ciel est bleu. Donc, je vais prendre... le fameux ciel bleu voilà. De la Provence. Alors, quand as-tu été touché, ému pour la dernière fois et par quoi ou par qui ? Alors, c'est pas que je suis pas ému, c'est que je suis assez souvent ému, touché. Souvent, ce qui m'émeut, ce qui me touche le plus, c'est les émotions positives ou négatives de mes enfants. J'ai une fille qui a 16 ans, un fils qui a 20 ans. Et donc, c'est à la fois l'âge où tu as de très très bonnes surprises, des amours qui naissent, etc. Et à la fois aussi des déceptions, les premières désillusions. Et en fait, c'est ce qui me touche le plus. Quand je regarde un film, il y a des films qui savent me toucher, etc. Mais je sais que c'est un film. Ça m'arrive de verser ma petite larmichette quand même et donc d'être touché. Mais ce qui me touche vraiment au plus profond, de façon soit très positive, soit douloureuse, c'est le bonheur ou la douleur de mes enfants. Donc ça va être ça. Je comprends. Est-ce que tu veux nous dire juste quelques mots sur ton rôle, comme ça qu'on comprenne un peu ton rôle chez Indeed aujourd'hui ? Oui, alors j'ai un rôle d'expert, de conseiller. Donc j'ai toujours pour habitude de dire que j'ai un rôle non sales, donc je ne vends pas Indeed. Alors indirectement, je sers la réputation d'Indeed, mais je me sers d'Indeed surtout de ces données, puisque c'est la première plateforme de matching de rencontres dans le monde. Quasiment un recrutement sur 2 dans le monde se fait grâce à Indeed. On existe depuis 20 ans, on est présent dans 60 pays, 28 langues, et donc on récolte énormément de données, à la fois côté
recruteur, puisqu'en fait, c'est un agrégateur à la base. Donc, tous les jobs, quasiment tous les jobs qui existent, en tout cas tout ce qui est visible sur le marché, est aspiré sur le site Indeed. Et on a également le plus gros trafic au monde. Donc, en fait, on a, quand on croise les deux, énormément de données comportementales. D'ailleurs, on travaille avec l'OCDE, on travaille avec la plupart des gouvernements, etc., puisqu'on est la seule database qui a des données en temps réel. Quand tu regardes des données de l'INSEE, etc., qui sont très intéressantes, qui vont très très loin, c'est des données a posteriori. Et comme les choses évoluent très très vite en ce moment, voilà, beaucoup d'industries, d'entreprises, de gouvernements, d'institutionnels sont très intéressés par nos données. Et donc, je me sers de toutes ces données et d'un certain nombre d'études, puisqu'on a aussi un laboratoire économique, on lance des études avec des instituts de sondage et d'opinion pour aller au-delà de cette donnée et donc essayer d'affiner et voir aussi un peu les tendances et les intentions côté recruteur et côté candidat. Ça vaut beaucoup d'argent, à mon avis, tout ça. Ouais, mais je fais ça gracieusement pour nos clients. C'est beau l'altruisme. Là, on parle de l'expérience collaborateur dans ce podcast. Pour toi, la définition de l'expérience collaborateur, c'est quoi? Alors, je pourrais la résumer juste en un seul mot. Ok. Considération. Ok. Mais je vais déployer, parce que sinon la réponse va être très courte. Je suis un peu comme ça sur ma fin, donc ouais, je Non, veux mais bien. c'est vraiment ça. C'est vraiment la considération. L'expérience collaborateur, déjà, il y a l'expérience candidat. Alors, moi, je suis très orienté candidat, ça commence par ça. Si tu veux qu'un collaborateur soit bien intégré, soit en phase avec tes valeurs, que tu ne l'aies pas trahi, etc., faut que tu sois clair et transparent dès le début. Donc, ça veut dire que quand un candidat postule chez toi, juste une chose qui m'est insupportable, répondez aux candidats, s'il vous plaît. Je sais que ça prend du temps et que ça coûte de l'argent, mais c'est juste une question de respect. C'est une sorte de lettre d'intention, de lettre d'amour. Quand un candidat vous écrit, vous envoie sa candidature, c'est voilà, j'ai envie de travailler pour vous. Donc répondez-lui. Oui, non, peut-être, répondez-lui. Ensuite, il y a l'intégration, qui est extrêmement importante. La plupart des ruptures de période d'essai, d'ailleurs, sont à l'initiative des salariés et pas des entreprises, plus de 60%. Et c'est souvent lié à une inadéquation entre la promesse et la réalité. Une forme de déception. C'est souvent une déception. Ouais. Je t'ai survendu le poste, je t'ai survendu l'ambiance de l'entreprise, je t'ai survendu le super manager, et en fait, t'arrives, c'est pas du tout ça. Donc très important ça, et de s'accorder du temps d'intégrer les gens. Je suis dans une boîte américaine qui appartient à un groupe japonais, qui est maintenant une entreprise vraiment internationale, mais la culture anglo-saxonne est vraiment différente de la culture française. La culture anglo-saxonne, c'est vraiment, je te forme énormément, j'investis énormément de moyens et d'argent à t'intégrer efficacement. En France, souvent dans beaucoup d'entreprises, c'est t'as commencé, tu dois être efficace tout de suite. Allez, t'as 2-3 jours pour prendre en main un peu le bureau, la carte cantine, ton PC, etc. Mais après, t'y vas. OK. Donc, toute cette partie intégration, elle est vraiment vitale. Ensuite, t'as toute la vie du collaborateur qui continue aussi. Donc là aussi, c'est pour ça que je reviens à la considération, toujours. Si t'es considéré en tant qu'individu et que t'es pas considéré comme un élément au sein d'une équipe qui fait un tout, dans une équipe, comme dans une équipe de foot, quand t'as 11 joueurs sur le terrain, t'as 11 individus totalement différents, qui ont chacun un poste différent, un ego différent, et c'est l'addition de chacun de ces talents qui fait un succès collectif. Mais ça veut dire qu'un bon coach, il tient compte de chacun des talents et des particularités de chacun. Et souvent, dans une entreprise, on gomme ce que t'es. Et c'est à toi de te fondre dans la masse, et tu es de l'équipe IT, de l'équipe marketing, et c'est un tout, quoi. Voilà. Et la dernière chose en termes d'expérience collaborateur, dont on parle quasiment jamais, c'est le départ. Parce que bien faire partir quelqu'un, c'est hyper important pour la marque employeur notamment, parce qu'il parlera bien de l'entreprise. On peut se séparer, ça fait partie de la vie, comme en amour. Il vaut mieux bien se séparer que mal se séparer. Quelqu'un qui part en bon terme peut aussi continuer à être un ambassadeur de la marque et à recommander des candidats. Et puis, il y a aussi l'effet boomerang qui va arriver de plus en plus avec les nouvelles générations. Donc, il y a des candidats qui vont travailler pour toi 2-3 ans. Ils ont appris des choses. Ils stagnent. Ils vont voir ailleurs pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et justement, s'ils sont bien partis,
ils peuvent revenir à un moment donné où toi, ça t'intéressera aussi vraiment d'avoir à nouveau ce collaborateur qui revient. Donc, tout un cycle de vie avec de la considération. Quand tu considères les gens, la plupart du temps, l'expérience collaborateur, elle est bien vécue parce que tu es considéré, tu es écouté, quoi. Là, tu prêches vraiment une convaincue, parce que l'humain, pour moi, c'est vraiment... la base. C'est un peu la base. Et notamment, tout ce qui est autour du management de manière générale différencié. Ouais. Effectivement, de regarder qui on a en face, un peu pour mieux fonctionner ensemble. Ces boutons rouges, ces boutons verts, parce qu'on a appris à se connaître professionnellement, on sait comment on fonctionne. Évidemment, les relations sont beaucoup plus fluides. Ouais. Et donc, pour moi, c'est essentiel de bien se connaître. Et parfois, bien se connaître, il y a des gens qui disent « Non, mais moi, je ne parle pas de ma vie privée au travail. » Je dis « Mais dans l'absolu, c'est pas ce qu'on te demande. » Exactement, ouais. Ce qu'on te demande, c'est en revanche, tu dois effectivement mouiller un peu le maillot, dire un peu de toi, de qui tu es, de comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui t'anime, pour que dans les relations professionnelles, en fait, ça joue et qu'on puisse en tenir compte et qu'il y a potentiellement de l'empathie qui puisse s'activer ou des choses comme ça. Et puis le départ, pour moi, je le dis toujours, on a des gens qui ont quitté Xelia, mais qui sont venus dans le podcast, par exemple. Pour moi, c'est une très belle preuve de confiance de venir parler de Xelia et de ce qu'ils ont vécu. Ça prouve que oui, ils sont partis ailleurs. On leur en veut pas, ils nous en veulent pas. C'est effectivement, comme tu dis, ça a été une aventure. Et on a aussi des collaborateurs, comme tu le dis, je pense à Vincent, qui est parti et qui est revenu et qui est très content. Et donc, pour moi, le départ, effectivement, c'est jamais un adieu. Et je me dis, c'est juste... Non, puis c'est une nouvelle culture, c'est-à-dire que historiquement, avant, tu faisais tes études jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, tu travaillais 40 ans et après tu profitais de ta retraite. Là maintenant, l'âge moyen de rentrer sur le marché du travail, c'est entre 25 et 30 ans, ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire que le niveau d'études augmente. Par contre, tu ne travailles plus 40 ans pour avoir ta retraite à taux plein, ça va être... 42, 43, 44, voire plus. Ne m'en parle pas. Non, mais ce qui veut dire qu'un jeune, en fait, se projette pas du tout de la même façon. Il va se dire, potentiellement, je vais peut-être avoir une retraite, et encore, la génération de mes enfants se disent, ma retraite, je vais me la faire, mais à 70 ans, je vais pas attendre 70 ans pour profiter de la vie. Donc, les carrières morcelées, et puis plusieurs entreprises avec un job, c'était déjà plus notre génération. Là, ça va être plusieurs jobs, plusieurs formes de jobs, plusieurs entreprises, plusieurs types de contrats. Voire des pauses claires dans sa carrière, voire de l'auto-entrepreneuriat, voire plein de choses. Voire du mixte, voire... Exactement, ouais, carrément. Absolument. Toi, qu'est-ce qui t'a orienté vers les RH et le marché de l'emploi, finalement? J'étais un peu curieuse de savoir, parce que ça fait quand même 25 ans que tu fais ça, donc tu étais quand même très jeune. Donc, c'est quoi la part d'un peu de vocation et puis la part de cheminement qui t'a conduit à ça? Alors, quand je discute avec les professionnels RH, on a quasiment tous la même réponse. C'est par hasard au début. Et après, tu restes par passion. Et en fait, mes premiers jobs, parce que moi, j'ai fait 6 ans d'études en alternance et j'ai commencé, pour des raisons personnelles, à travailler très tôt, parce que j'avais besoin très tôt d'être indépendant financièrement. J'ai commencé à travailler à 15 ans et demi. Pour ça, je dis, tu vois, un peu plus de 25 ans La retraite, ça sera plus tôt. Ouais, moi, je vais cotiser pour les autres, parce que mes trimestres, je vais les avoir très vite. Donc, j'ai commencé par vendre des jeans, vendre des costumes, travailler dans le monde de l'hôtellerie, de luxe, etc. Puis, j'ai fait un BTS chez AXA, avec Claude Bébert à l'époque, qui était donc le grand patron fondateur de la marque AXA, qui avait fait un premier BTS en alternance pour former les futurs agents généraux d'AXA, la relève. Et donc, j'étais la première promotion. J'étais accueilli dans cette magnifique entreprise qui, justement, en termes d'expérience collaborateur, c'était waouh. La formation se faisait au château de Marly-le-Roi, etc., dans un cadre somptueux. On était considérés comme les salariés cadres de l'entreprise, avec un restaurant d'entreprise incroyable, des moyens qui nous étaient donnés incroyables, etc. Donc, une marque de confiance et une entreprise qui investissait fort en nous. Et puis, j'ai fait partie des derniers à faire l'armée. Donc, j'ai dû arrêter alors que je devais poursuivre et être intégré directement après mon BTS. Donc, j'ai fait cette pause-là. En revenant, je suis retourné chez AXA et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. J'avais pas le truc tous les matins, la flamme, l'énergie. Il fallait que je dépense de l'énergie pour me lever, pour aller au travail. J'arrivais pas à avoir cette passion. Et je fais partie de ces gens qui ont ce défaut-là. Je considère que c'est un défaut, parfois plus qu'une qualité, c'est que j'ai besoin d'être passionné pour faire les choses à fond. Je peux pas
être tiède en fait. Faut que ça soit chaud, que ça soit froid. C'est comme ça. Bon. Et donc, j'ai commencé à chercher un job. À l'époque, Indeed n'existait pas. Donc, c'était les pages saumon, etc. De certains journaux. Et donc, il y a deux grosses entreprises qui recrutaient beaucoup à l'époque, Manpower et Adecco. Et j'ai passé les entretiens chez les deux. Manpower m'a dit oui au bout de 15 jours. Adecco au bout de 3 mois. Et j'ai choisi Adecco. Manpower me proposait un CDI en plus, et Adecco un CDD. Et en fait, ce qui m'a plu, c'était les valeurs humaines qu'Adecco proposait. Et surtout, une des questions que j'avais posées lors de l'entretien, c'est qu'est-ce qu'il faut pour être chef d'agence? Parce que je me voyais pas rester commercial, je voulais déjà évoluer. Et chez Manpower, à l'époque, si Manpower m'écoute et me regarde, les choses ont sûrement changé. On m'avait dit, regarde autour de toi, un chef d'agence a au moins 40-45 ans, donc il faut une certaine maturité, tu peux pas être chef d'agence à 25 ans, quoi. Donc, déjà, on me mettait des barrières. Je disais, même si je me défonce et que je suis un super commercial, ça marchera pas. Chez Adecco, on m'a dit, pas de limite. Si tu fais tes preuves et que tu as des résultats, tu peux être chef d'agence dans 6 mois. Et c'est quasiment ce qui s'est passé. Ouais. Donc, j'étais le plus jeune chef d'agence de France, le plus jeune directeur de secteur de France. Je me suis éclaté. J'ai passé une dizaine d'années chez Adecco. C'est à la fois épuisant parce que les ressources humaines, c'est parfois très ingrat. Et l'intérim, c'est très ingrat aussi parce que t'as le client interne qu'il faut satisfaire, donc l'entreprise. T'as le client candidat à qui il faut trouver du travail. Quand c'est ton intérimaire, il faut le fidéliser. Et ton client entreprise, qui est toujours hyper exigeant, qui est jamais vraiment totalement content et qui a besoin d'une hyper réactivité, d'une hyper disponibilité. Donc, tu as un degré d'exigence qui est très fort. Et pour autant, tu te sens utile. Parce que tu trouves du travail aux gens, t'aides des entreprises à faire tourner l'entreprise ou l'usine avec les bonnes compétences. Et c'est devenu comme une drogue. Et après, tu vois, tu disais, j'ai fait BPI Group, j'ai fait Talent People, j'ai fait l'AFPA, la formation, etc. Puis Indeed. Et chacun avec des vernis et des fonctions et des missions différentes. Mais ça me passionne et ça continue à me passionner tous les jours. Ça s'entend. Moi, je le ressens. Quand on a échangé, à différents moments de l'échange, tu as parlé de valeurs. J'ai senti que c'était quand même quelque chose d'important pour toi. Et aussi, dans les entreprises que tu as croisées, les valeurs des entreprises que tu as croisées, comment ça a influencé tes choix de carrière? Alors, justement, aujourd'hui, tu vois, je te parlais de la marque employeur. Les entreprises commencent à prendre conscience de ça et donc commencent à communiquer à l'externe ce qui les définit en interne. Il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles c'est difficile et ils confondent avec la marque. C'est pas faire de la pub. La marque employeur, c'est être transparent sur ce que t'es avec tes forces et tes faiblesses. Et donc avec tes valeurs. Et donc ne pas s'acheter des valeurs en passant par un cabinet de com'. Mais chaque entreprise a ses vraies valeurs, a son histoire, a son identité. À l'époque, il n'y avait pas ça. Donc en fait, tu découvrais les valeurs d'une entreprise, parfois à travers les entretiens de recrutement, mais surtout quand tu étais dedans. Et donc, c'est des éléments de preuve. Je refais le parallèle avec une histoire d'amour, mais c'est important de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Et les preuves d'amour sont beaucoup plus belles que les intentions, que les paroles. Dans une entreprise, c'est pareil. Et les valeurs, pour moi, c'est ça. C'est d'être en phase avec ce qu'on est, ce qu'on ressent, avec une vision, et d'avoir des éléments de preuve concrets de ces valeurs. Si tu dis que tu mets l'humain au cœur de l'organisation, prouve-le. Le jour où tu as une difficulté personnelle, est-ce que tu vas considérer ton collaborateur? Est-ce que tu vas vraiment l'aider? Le sujet des aidants, par exemple, est un sujet qui m'est cher. Il y a aujourd'hui à peu près 1/5 des actifs en France qui est en situation d'aidance, 1/3 d'ici 10 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous autour de nous des gens qui le sont. C'est extrêmement tabou, personne n'en parle. Quand on parle dans une entreprise, souvent on te dit oui, je comprends, écoute, si tu as besoin d'un peu de temps, pas de souci. Puis quand tu as vraiment besoin de temps, ou que tu n'es pas là parce que, je sais pas, tu as ton conjoint qui a un cancer, qui est en fin de vie, ou un enfant malade ou handicapé, au bout d'un moment, ton entreprise ou ton manager te dit bon, t'es gentil, mais il faut faire un choix, quoi. Et ce qui se passe, c'est que la plupart démissionnent. Donc là, les valeurs, elles sont pas respectées. Donc des entreprises qui ont des vraies valeurs et qui vont au bout, c'est assez rare. Voilà. Toi, tes valeurs, du coup, c'est tes valeurs principales,
Quelles sont-elles qui ont du coup mené des petits cailloux sur ton chemin finalement, j'imagine? Alors, je reviens sur la considération, qui est quelque chose pour moi d'hyper important. Considérer quelqu'un, c'est le reconnaître, l'entendre, l'écouter, être capable aussi de le valoriser. Tu vois, on a fait pas mal d'études avec le Covid sur des métiers en tension, et notamment sur les métiers d'infirmiers, infirmières. Et on a montré que oui, il y avait besoin d'une revalorisation de salaire, mais que sur ce métier-là, comme sur plein d'autres, ce qui manquait réellement, c'était la considération. Les métiers de professeurs des écoles. J'ai 2 amis, c'est mes voisins, ils sont tous les 2 profs au collège. Ils te disent ouais, non, la rémunération, tout ça, on s'en sort. C'est pas... Oui, on aimerait gagner plus, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la considération. Ils sont plus considérés aujourd'hui par leur hiérarchie, par la société, par les parents, par les élèves. Et donc, leur métier devient pénible, alors que c'était un métier noble. C'est un métier de vocation. Exactement. Donc, je reviens sur cette considération, parce que je pense que c'est la clé de tout, en termes de valeur. La deuxième chose, c'est l'honnêteté, la transparence. Donc ça demande une forme de courage aussi. C'est pas toujours évident de dire à quelqu'un t'es pas bon là-dessus, ou là t'es pas au rendez-vous, ou là ça marche pas. Être capable de dire les choses en mettant les formes quand ça va pas, et aussi et surtout quand ça va. Parce qu'on a du mal aussi à dire c'est bien. Comme avec ses enfants, il y a des parents qui sont dans une éducation un peu punitive où c'est jamais assez. T'as 16, pourquoi t'as pas eu 18? T'as 18, pourquoi t'as pas eu 20, etc. T'as 16, la dernière fois t'as eu 14, c'est génial. Continue comme ça, je suis fier de toi. Juste ça. Et dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Même quelqu'un qui est en difficulté a un potentiel. Donc s'il a des difficultés et qu'il n'est pas bon sur son poste, c'est que le problème, il est partagé. C'est pas que le problème de l'individu. C'est le problème du recruteur, qui l'a peut-être mal recruté. Ça peut être le problème du manager, qui ne sait pas le mettre au bon endroit. Ça peut être le problème de l'équipe. En tout cas, c'est une responsabilité collective. Et donc, il faut parler avec les gens, les considérer, les écouter, leur dire quand ça va pas, pourquoi ça va pas, et les accompagner. Et quand ça va bien, surtout ne pas hésiter à dire voilà, je suis fier de toi, c'est top, continue comme ça. Juste des petits mots, hein, c'est des petites attentions, mais voilà. Donc, c'est pas des valeurs, tu vois, énormes, c'est assez basique, mais ça fait la différence, quoi. En fait, j'ai envie de te dire, c'est un peu que du bon sens. Ouais. Mais en même temps, quand tu es en entreprise, tu t'aperçois que c'est pas si souvent, évident que ouais. ça. Et moi, j'accompagne pas mal, que ce soit pour Xelia ou d'autres clients, autour de la culture du feedback. Parce que pour moi, c'est une forme de reconnaissance et de considération. Ouais. Et je dis, soyez généreux dans vos feedbacks d'appréciation. En fait, tous les jours, si tu y es attentif, quelqu'un va faire quelque chose qui va faire que ta journée, elle se serait vraiment passée différemment si la personne ne l'avait pas fait. C'est clair. Et elle ne s'en rend pas compte parce qu'elle va te dire c'est normal, j'ai fait mon job. Voilà. Mais le fait que toi, tu dises non, mais en fait, quand tu as fait ça, quand tu as appelé tel client, en fait, moi, ça m'a soulagée parce que ça faisait 3 jours que j'arrivais pas avec ce client. Voilà. Et ce qui fait aussi que quand à un moment, tu dois dire à cette même personne, sur ce coup-là, voilà, moi ça. Tu l'entends mieux. Oui, parce que ça tombe pas. La pierre, elle tombe pas au fond d'un puits complètement vide. Ouais. Elle sait bien que ça n'est pas personnel parce que plein de fois, tu lui as dit que c'était super et que ça t'avait vraiment, ça avait été soutenant pour toi. Donc quand tu viens lui dire là, ça va moins bien. C'est pas vraiment un sujet parce qu'elle sait que c'est pas personnel, c'est contextuel à une chose qui se passe maintenant. Et la culture du feedback, c'est vrai que j'interviens quand même de plus en plus là-dessus parce que les entreprises se rendent compte que les managers y compris, ça fait aussi partie du courage managérial, mais c'est quand même pas si évident et que c'est pas facile de dire aux gens. C'est pas facile. Et puis ce qui est dur, c'est le feedback 360, c'est-à-dire des deux côtés. Aussi, c'est compliqué quand t'es manager, quand t'es n'importe qui d'ailleurs aussi, de recevoir et d'accepter la critique. Ça, il faut que le feedback soit constructif. Donc souvent, il faut des formations pour apprendre. Tu as des outils aujourd'hui de feedback, c'est pas le problème. Mais comment je fais un feedback ? Oui, j'ai pas été content sur quelque chose. Comment je prends un peu de recul ? Comment je mets les formes ? Comment je fais quelque chose qui est constructif ? Tu vois, pour pas juste dire... oui, quand c'est bien, je te dis que c'est bien. Alors là, c'est nul à chier ce que t'as fait. C'est vraiment une quiche, ouais. Je te défonce alors que je t'ai encensé pendant des mois, tu vois. Donc, il y a ce travail-là aussi qui est important, c'est d'être aussi un peu dans la mesure et le respect. Alors, la bienveillance, c'est un mot un peu galvaudé, mais
Honnêtement, c'est ça, quoi. Oui, le prendre soin pour moi Ouais. de qui t'as en face et comment tu vas lui dire. Et donc, moi, j'acculture beaucoup la culture du feedback avec justement de parler de soi et de ses ressentis et de ce qui Ouais. s'est joué pour nous quand la personne n'a pas été au rendez-vous, les conséquences, et plus de parler de soi que juste de dire t'es C'est vraiment ça. une quiche. Ouais. Donc, mais on voit quand même qu'il y a un vrai besoin. Ouais, Que les gens absolument. sont un peu parfois démunis de savoir comment on le dit parce que j'ai peur de blesser. Soit j'ai une bonne relation, j'ai peur de blesser, soit j'ai pas une bonne relation, j'ai peur qu'elle se dégrade encore. En tout cas, c'est ça que les gens me renvoient quand je commence à faire des ateliers autour de ça. Soit j'ai peur que la personne parte en live complet et du coup, moi j'ai peur de sa réaction, peut-être de colère ou voilà. Donc, quand je questionne de pourquoi vous ne faites pas plus de feedback quand on commence les ateliers, souvent j'ai ce genre de réponse. Donc visiblement, c'est pas évident. Tu m'as dit que tu étais partie. Et d'ailleurs, c'est un exemple que tu donnais. Et moi aussi, je pense à Vincent qui est parti et revenu. Tu es parti et revenu chez Indeed à un moment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir ? Qu'est-ce qui m'a fait partir, peut-être ? Alors, vas-y. Quand je suis arrivé chez Indeed, alors c'était à l'aube de mes 40 ans. En gros, à un moment donné, je me suis dit, les jobs qu'on me propose et les boîtes qui viennent à moi, c'est plus ce qui m'intéresse. Où t'aimerais travailler ? Parce que vers 40 ans, on entame la deuxième partie de sa vie professionnelle. Je rappelle d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent qui ont du mal à recruter des seniors, enfin juste des gens de plus de 45 ans, parce que ça devient compliqué de changer de job après 45 ans, qu'on est juste à la moitié de sa vie professionnelle. Donc voilà, petite J'ai parenthèse. vu que tu avais republié ce matin une publication LinkedIn d'une femme qui parle de ça. Qui est tu vois, complètement... ce qui m'a touché, elle m'a touché. Voilà, qui est senior et qui ne retrouve pas depuis 6 ans un travail, 6 ou 8 ans un travail. Ah, mais son poste, il est... Alors qu'elle a encore, je sais pas combien d'années à bosser concrètement. Donc j'ai vu que tu avais repartagé ça ce matin. Lisez ce post, si vous me suivez sur LinkedIn, regardez-le parce que... Et je vais le repartager aussi, comme elle, ça. Justement, elle m'a vraiment touché, parce qu'elle parle avec ses tripes, et c'est l'histoire de millions de personnes, quoi. C'est à ça que ça m'a connecté. Juste, excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça m'a connecté à ça. Et donc j'avais fait une liste d'entreprises qui me plaisaient, et toujours dans le thème des RH, c'était un peu les entreprises du futur, donc dans lesquelles je me projetais. Et donc dans la top list, il y avait Indeed. J'ai regardé sur LinkedIn, je fais de la pub d'un concurrent, mais j'avais dans mes contacts le DG de l'époque, je l'ai contacté, il m'a répondu, on a bu un café sur le Vieux-Port, qui a duré 2h30. À Marseille, donc. À Marseille. C'est parce que nous, on a parlé de la Provence avant, donc c'est évident pour nous. Mais... ce qui se partageait entre Paris et Marseille. J'avais ma proposition de contrat 15 jours après, 1 mois et demi, et après, je commençais. Donc, sur un poste de responsable grand compte, de sales. Et je suis arrivé, c'était le début d'Indeed. Donc, l'organisation n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, etc. Alors, vous étiez combien ? Vous êtes combien ? Juste pour qu'on se rende compte. À l'époque, quand je suis arrivé, on était 10, quoi. Ok. 10 au bureau, aujourd'hui, on est 120. Ok, juste pour... Au bureau de Paris. Hein. Et à l'échelon mondial, à l'époque, on était, je sais pas, 4000, maintenant on est 12 000, quoi. Et donc, je me suis pas senti à ma place, le terrain de jeu était pas ce que j'attendais. Bref, il y a un truc qui collait pas. Et donc, j'arrivais pas à me projeter. Et comme je suis soit chaud, soit tiède, soit chaud, soit froid. Soit froid, et que, pardon, le tiède, en effet, me convient pas. J'attendais des réponses que j'avais pas. Voilà, on sentait que c'était en train de s'organiser, j'étais pas rassuré. Et en même temps, j'étais chassé par une entreprise d'intérim qui m'a proposé de reprendre toute la moitié sud de la France, avec un projet de développement qui était très intéressant. Donc, j'ai mis fin à ma période d'essai. Je suis allé au bout de ma période d'essai. J'ai fait fort d'atteindre mes objectifs et de signer le dernier gros deal qui était dans les cartons la veille de mon départ, donc pour partir vraiment propre. Mais j'aimais cette entreprise, j'aimais ses collègues, j'aimais l'esprit. Donc, je partais avec regret, mais je dis bon, tant pis. Et plusieurs mois plus tard, en fait, c'est un des collègues qui travaillait là-bas qui m'appelle et qui me dit écoute, moi, je m'en vais. Donc, c'était un poste d'évangéliste du recrutement, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et ce poste, c'est fait pour toi. Tu devrais postuler. Donc, je te donne l'info en avant-première. Et je vais partir, je vais annoncer ma démission, etc. Et donc, il a fait l'intermédiaire. Et j'ai repassé des entretiens pour ce poste-là, donc d'évangéliste du recrutement. Donc, déjà, ils ont accepté de te recevoir alors que tu étais parti. Ouais, absolument. Alors après, quand tu reviens dans une entreprise comme ça, ils vérifient encore plus que quand tu postules de l'externe pour être sûr que tu sois parti proprement. Et donc, il y a énormément d'entretiens. Autant pour le poste de sales, j'ai passé 3 entretiens et j'ai été pris. Voilà, là, j'ai eu 8 entretiens. Et puis, c'était pas le même poste parce que c'est un poste aussi où tu es un peu ambassadeur de la marque. Donc, tu représentes l'entreprise à l'externe.
Donc, ça a monté très, très haut dans le process de recrutement. Et donc, je suis revenu comme ça, en sachant où je mettais les pieds. C'est ça qui est très bien aussi dans les boomerangs, comme moi. Quelqu'un qui est parti d'une entreprise, il sait pourquoi il est parti. Quand il revient, il sait aussi pourquoi il revient. Donc, il connaît parfaitement les qualités, les défauts de l'entreprise. Il y a pas de mauvaise surprise a priori. Okay. Donc, c'est des très bons recrutements, les boomerangs. Je dis pas ça pour moi, mais non, en général, de ce que j'ai constaté, quoi. Ouais, on le voit. Tu sais pourquoi tu reviens, donc exactement, a priori, il n'y a pas de... S'il y avait eu publicité mensongère, entre guillemets, normalement, la deuxième fois, il n'y a pas. Ouais, il ne peut pas avoir deux fois. C'est ça. La culture d'Indeed, tu m'as dit que c'était basé quand même beaucoup sur la confiance et l'autonomie. En quoi, toi, ça a façonné ta propre expérience collaborateur, ces deux concepts-là? Et puis, je me posais quand même la question, est-ce que c'est pour toi un modèle efficace déjà? Et puis, est-ce qu'il l'est pour tout le monde? Ouais, alors, très bonne question. On pose souvent cette question-là, et en effet, tout n'est pas duplicable, comme le télétravail n'est pas duplicable, comme le full remote n'est pas duplicable à tout le monde, à toutes les entreprises, à toutes les personnes. Confiance et autonomie, c'est en effet une des valeurs fortes d'Indeed. Quand j'ai été recruté, par exemple, la première fois sur le poste de sales, avant même de mettre un pied au bureau de Paris, ils m'ont envoyé une semaine à Dublin, hébergé dans un hôtel 4 étoiles plus, formation, on te remet ton iPhone, ton MacBook, ton sac à dos, ton mug et tout, voilà, pendant une semaine. On ne fait pas de pub, mais... Formation à fond. Tu reviens 4 jours, on te dit pendant 4 jours, tu te reposes. Je reste chez moi. Oui, tu restes chez toi. Ok. Tu digères un peu les documents qu'on t'a donnés. Puis ensuite, tu partiras une semaine à New York, tout frais payé. Voilà. Une semaine à New York, à nouveau formation, dans un super hôtel, dans des super conditions. On t'emmène voir un match de basket au Madison Square Garden. Tu te dis, j'ai pas fait une journée dans l'entreprise que déjà, ils ont dépensé une somme considérable. Donc, c'est une marque de confiance. T'as pas besoin d'un manager qui vient te dire, bon, voilà tes objectifs, je compte sur toi pour atteindre tes objectifs. Tout seul, tu te mets la pression en disant, je peux pas décevoir. Et deuxième chose qui m'a marqué, en parlant d'autonomie et de confiance, il y a la culture de ne pas avoir d'horaire de travail imposé et les congés payés et limités. Ça, je me suis dit, là, tu vas faire des envieux, je pense. Ouais. Alors, les congés payés et limités, c'est une décision mondiale. Donc, si tu compares la France, où en gros, on a 5 semaines plus les RTT, aux États-Unis, où ils ont 15 jours dans l'année, eux, quand ils passent de 15 jours à un mois, ils ont doublé. Et pour eux, c'est waouh, tu vois. Nous, c'est assez rare que les gens prennent plus que les congés payés et les RTT. Ça arrive en France, il y en a quelques-uns. Mais c'est surtout le fait d'avoir cette liberté de dire, j'ai plus de compteur. C'est-à-dire, je prends des jours quand j'en ai vraiment besoin. Et les horaires de travail, c'est la même chose. Du coup, tu es beaucoup plus productif. Je pense que si je pose la question à tous ceux qui nous écoutent, ils seront d'accord avec moi. Du lundi au vendredi, de 8h à 18h, t'as pas un jour qui ressemble à l'autre en termes d'énergie. Ouais. Il y a des jours t'es à fond, des jours t'es pas à fond. Quand j'étais chez Adecco, par exemple, j'avais un premier manager qui me disait, culture à l'ancienne, tu dois faire tant de visites de prospection par semaine, parce que mécaniquement, ça va générer tant de commandes, tant de transformations de clients, etc. Et je dis oui, mais il y a des semaines ou des jours, par exemple, parce que ça allait même jusqu'au jour, il y a des jours, je suis pas dedans, donc tu vas me demander de le faire, je vais le faire, mais je vais pas être bon. Si tu me laisses l'autonomie de le faire, le jour où j'ai la pêche et l'énergie, je vais pas faire les 4 ou 5 rendez-vous que tu me demandes, je vais peut-être en faire 10 ou 12, et je vais tout cartonner. Et ben c'est exactement ce qui se passe chez Indeed. Donc on te dit en gros, tu t'organises comme tu veux. Par contre, ton absence et ton organisation ne doit pas nuire à tes résultats, et d'une. Donc la liberté, elle s'achète. Le jour où tu n'atteins pas tes résultats, tes objectifs, on va regarder d'un peu plus près ton autonomie. Ne doit pas nuire à la satisfaction client. Normal. Donc si tu n'arrives pas à être joignable vis-à-vis des clients parce que tu décides que tu travailles jamais le matin, que tu travailles que la nuit, ça va pas être possible non plus. Voilà. Et ne doit jamais nuire au reste de l'équipe puisque tu travailles aussi avec d'autres collaborateurs. Et donc, en gros, c'est de la bonne intelligence collective. Donc, on te prend pour un adulte responsable qui est capable de se gérer en autonomie avec cet esprit d'équipe. Et donc, en fait, il y a une espèce de régulation naturelle. Et celui qui va un peu trop loin dans un sens ou dans l'autre, mécaniquement, il n'y a même pas besoin d'un manager. Il se fait rattraper par l'ensemble du reste de l'équipe parce que ça se régule assez naturellement.
Voilà. Du coup, ça m'interpelle parce que tu vois, je me disais, bon, l'autonomie, moi, c'est aussi quelque chose d'important pour moi, mais j'ai pu constater quand j'échange avec peut-être des plus jeunes que eux, ça peut leur faire peur. C'est-à-dire que ça fait pas si longtemps qu'ils bossent, et donc ils me disent, oui, non, mais moi, l'autonomie, c'est super, mais en fait, moi, je suis un peu paumée. Et en fait, moi, ça me rassurait quand même d'avoir un peu plus de cadre. C'est vrai. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te disais, c'était ça aussi ma question. Tu vois, le télétravail, effectivement, en fonction du moment de la vie où tu en es, c'est pas la même chose si tu as 25, 27 ans. Quand tu viens au travail, tu cherches un peu des potes aussi. Quand tu as évidemment 2, 3, 4 enfants, tu es bien content de pouvoir, je sais pas, faire la sortie à 16h30, après t'y remettre. Donc, tu vois, quand je te disais aussi, est-ce que c'est fait pour tout le monde? L'autonomie, typiquement, en tout cas, ça m'interpelle parce que moi, j'ai eu des échanges avec des jeunes qui m'ont dit l'autonomie, c'est super, parce que nous, on prône beaucoup ça, hein, l'autonomie et la confiance, ça fait partie de nos manières de travailler. Mais tu vois, c'est pas non plus générique, il n'y a pas de réponse unique, en fait. Non, c'est pour ça que je te dis que ça se régule naturellement chez nous. Et puis, le rôle du manager, c'est aussi d'être attentif à ça. Celui qui a besoin d'être plus accompagné qu'un autre, parce qu'il y en a qui apprennent très vite, il y en a qui ont besoin d'apprendre avec les autres, il y en a qui ont besoin d'apprendre plus seuls, etc. Et d'ailleurs, je te parlais des études qu'on faisait chez Indeed. Avec le Covid, on avait fait beaucoup, et on continue à en faire d'ailleurs, d'études sur le télétravail. Et ressortait, contrairement aux idées reçues, que ceux qui voulaient le moins de télétravail étaient les publics les plus jeunes. Et c'est eux qui ont le plus souffert d'ailleurs du télétravail forcé par le Covid, parce que eux, ils ont besoin, dans les premières années de leur vie professionnelle, de se nourrir de la culture d'entreprise, de l'énergie de l'entreprise et des autres collaborateurs. Et sur les seniors, autre sujet sur lequel on fait pas mal d'études en ce moment, c'est les jeunes qui défendent le plus le besoin d'avoir des seniors dans l'entreprise, d'avoir cette mixité, parce qu'ils disent c'est indispensable. Quand je viens dans une entreprise mode start-up où il n'y a que des jeunes, en fait, on est dans une espèce de communauté un peu fermée, mais on apprend vachement les uns des autres, les seniors des jeunes, les jeunes des seniors, etc. Donc oui, il y a besoin de ça, et le public jeune a vraiment besoin de plus de présentéisme, du coup, d'esprit d'équipe, d'accompagnement dans les premières années de la vie professionnelle. Oui, ça me fait vraiment penser à, justement, tu disais tout à l'heure, on a encore en gros 15 ans à bosser, donc on est senior, mais c'est pas terminé, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en termes d'expérience collaborateur, de effectivement ces plus jeunes et ces seniors qui souvent ont l'historique de la boîte, par exemple. C'est des mines d'or en termes de manière de travailler, de maturité personnelle aussi, et professionnelle, d'expérience. Et du coup, comment on crée un peu, je sais qu'il y a des boîtes qui créent un peu des genres de binômes, justement, avec les jeunes ont aussi beaucoup à apprendre peut-être aux seniors. Alors nous, on est dans l'IT quand même, mais il y a quand même des gens qui sont peut-être moins à l'aise avec le numérique, les nouvelles technos. Et donc, comment on crée un peu ces binômes vraiment enrichissants de je t'amène des choses de la nouvelle génération et tu m'amènes la maturité, l'expérience. Je trouve qu'il y a vraiment ça à construire. Il y a très peu d'entreprises, je trouve, aujourd'hui, qui se sont mis en chemin là-dessus. Et on arrive à des profils comme cette femme dont on parlait, là, dont tu as partagé la publication. On arrive alors qu'on a encore plein d'années à bosser. Et donc, on nous dit, oui, il faut travailler plus longtemps. Mais en fait, on ne nous permet pas de travailler plus longtemps dans des conditions... Dans de bonnes conditions. Exactement. Il y a une entreprise, tu m'avais demandé, quand on avait préparé, d'avoir des exemples. Orange est une entreprise qui est hyper précurseur sur le sujet, dans le sens, on prépare la retraite. On prépare le départ et on est conscient que sur certains postes, notamment, le rythme de travail va être différent. Et notamment, ils travaillent sur la transmission. Et pour certains, ils ont aussi la volonté, le besoin d'avoir des activités personnelles. Donc souvent de s'investir dans le cadre associatif, etc. Et donc, ils leur accordent du temps. Il y a même un programme où c'est inter-entreprise. Donc en fait, ils vont partager leur savoir et leur expérience dans un autre type d'entreprise partenaire, etc. Alors, certes, Orange est une très grande entreprise. Là aussi, est-ce que c'est transférable pour tout le monde de la même façon? Non. Mais je pense que chaque entreprise peut faire quelque chose sur la transmission. EDF, par exemple, qui a fait partir, parce qu'on lui a demandé, décision gouvernementale, on arrête le nucléaire, tous les ingénieurs et tous ceux qui avaient le savoir-faire du nucléaire, parce qu'on va démanteler les centrales. Puis d'un seul coup, guerre en Ukraine, tension avec la Russie, etc. Il faut absolument rebooster le nucléaire. Ils ont arrêté de recruter
Et donc la filière nucléaire s'était arrêtée. Ils ont dû rappeler les anciens, très vite. Et d'ailleurs, dans des études qu'on avait faites, une très très grosse partie de gens qui sont à la retraite se disent prêts à être rappelés, à se sentir utiles. Alors pareil, à être rappelés, je ne vais pas retravailler à temps plein. Bien sûr. Là, pour le coup, je vais peut-être déménager, en télétravail, transmettre, se sentir utile, être considéré. On revient un peu à la même chose. Ouais. C'est génial, quoi. Alors du coup, je reçois la semaine prochaine Frédéric Sauvageau qui travaille à la DRH d'Orange. Génial. Merci pour le teasing. Bah non, personne ne le sait. Et donc merci pour le teasing. Donc je vais je vais la brancher là-dessus. Si elle n'y a pas pensé, je vais la brancher là-dessus. Pour toi et puis aussi avec les datas que tu as aujourd'hui, c'est quoi les attentes un peu des candidats aujourd'hui, notamment en matière flexibilité, autonomie, considération. C'est quoi les attentes là? Qu'est-ce que disent les données? Alors, les données, déjà, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on est passé d'une plateforme de référencement à une plateforme de matching. C'est-à-dire qu'historiquement, il y a 20 ans, en fait, Indeed est né parce que la demande des candidats, c'est il faut que j'arrive à trouver un job. Pendant des années, ça a été ça. Sur tous les marchés majeurs aujourd'hui, y compris en France, je sais que ça va faire réagir, mais globalement, celui qui veut bosser, bosse aujourd'hui. Il y a du travail, vraiment. Tous les secteurs d'activité sont en tension et quasiment toutes les entreprises te disent on a quand même du mal à recruter. Et le problème, c'est pas le manque de candidats. Parce qu'il y a des candidats disponibles qui cherchent du boulot. On a quasiment 600 millions de profils sur Indeed. En France, on a quasiment 8 millions de visiteurs uniques chaque mois. Donc 8 millions, si tu regardes par rapport au nombre de chômeurs, c'est-à-dire qu'il y a une partie de candidats actifs, entre guillemets, de gens qui sont sans emploi ou en intérim ou en CDD, mais tu as une grosse partie de gens qui sont en CDI. D'accord ? Donc, le public est là. La difficulté, c'est de trouver le bon job. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que les gens veulent plus être corvéables à merci, être considérés. Le bien-être au travail, par exemple, pareil, on fait des études en ce moment dessus, sur la santé mentale et le bien-être au travail. Il est vital. Je veux pas travailler n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel prix. Et le Covid a été un déclencheur de ça. Notamment sur les cols bleus, ce qui est très nouveau, où historiquement, les cols bleus étaient un peu à la merci des recruteurs. Là, sur tous les métiers col bleu, qui ont des compétences transverses, tous les métiers pénibles à faible niveau de rémunération, ils ont le choix. Donc, ils peuvent très facilement te quitter pour faire un autre job aussi pénible, aussi mal payé ailleurs. Voire aussi pénible et un peu mieux payé, voire un peu moins payé, mais beaucoup moins pénible. Je prends souvent l'exemple, on disait tout à l'heure, les locaux en plein Paris, c'est sympa. On a des locaux à côté des Champs-Élysées, c'est top. Les gens qui font le ménage dans les bureaux n'habitent jamais à proximité immédiate des bureaux parisiens. Ils habitent en banlieue, voire en grande banlieue. Donc ils passent 1h30, 2 heures, voire 3 heures dans les transports. Si demain tu lui dis, tu sais quoi, tu vas gagner la même chose, tu vas faire le même métier, et tu vas le faire juste à côté de chez toi. C'est souvent des femmes seules, qui élèvent aussi leurs enfants, à dire ça va me changer la vie. Je vais pouvoir emmener mes enfants à l'école, aller les chercher à la sortie de l'école. Je m'en fous de faire le ménage dans des locaux dans le 8e arrondissement. Donc ça, c'est quelque chose qui change. Le rapport au temps, le rapport à la considération, mieux travailler, mieux vivre. En gros, si je dois le résumer, c'est vraiment ce qui change aujourd'hui. Et ce qui est nouveau, col bleu et col blanc. Donc vraiment pour les deux catégories. De ce que tu vois, de ce que tu sais avec aussi les data, comment elles peuvent encore s'améliorer, les entreprises? C'est quoi un peu les axes majeurs sur lesquels elles peuvent s'améliorer? Justement, le bien-être au travail, c'est quelque chose comme la marque employeur, entre guillemets, qui a jamais été considéré dans les entreprises. D'ailleurs, la fonction RH a rarement été considérée au plus haut niveau dans les entreprises. Ça a souvent été des fonctions exécutantes, la fonction RH. J'ai besoin de toi quand il faut que je recrute en masse, quand il faut que je licencie en masse, et puis pour le reste, tu gères le quotidien. Pour le reste, c'est difficile d'avoir un ROI, des KPI, des indicateurs de performance. Aujourd'hui, tu as des entreprises, on parlait du vieillissement de la population, le secteur des services à la personne, par exemple. Potentiellement, tu es patron du groupe WeCare, tu t'appelles Guillaume Richard, tu peux faire 25-30% de croissance par an sur les 10-15 prochaines années. La population vieillit, il y a un besoin qui est énorme. Ce secteur, naturellement, comme c'est des cols bleus, métiers pénibles, souvent des métiers en attendant, déjà, tu as 50% de turnover.
Donc, chaque année, tu dois renouveler 50% de tes équipes. Compliqué. Fidéliser, etc. Pas simple. OK ? Et pour autant, tu as des leviers. En travaillant, pareil, l'AREM, à un moment donné, tu peux pas augmenter l'AREM de façon exponentielle parce que derrière, tu as un client final qui a un prix à payer. Et les marges dans ce secteur sont quand même relativement faibles. C'est ça. Par contre, si tu travailles vraiment sur la santé mentale, le bien-être, l'équilibre vie pro-vie perso, par exemple, de dire j'optimise tes tournées pour que tu puisses les faire autour de chez toi, voir que tu n'as peut-être pas besoin d'avoir une voiture, d'utiliser ta voiture. Du coup, en termes de gain de pouvoir d'achat, c'est considérable. Et de plus en plus d'entreprises, donc des entreprises comme ça, elles ont des actionnaires. Et donc, historiquement, il n'y avait pas de problème de recrutement. Là, tu dis, mon business plan ne peut pas tenir si j'ai pas de politique RH efficace. Donc, si tu as un turnover qui s'envole, si tu as une productivité qui baisse parce que les gens sont pas bien, donc c'est l'absentéisme présentiel, les gens sont là mais ils sont pas là. Si tu as une mauvaise marque employeur, tu perds en attractivité. Tout ça, ça joue sur les résultats de l'entreprise. Et donc, de plus en plus de boîtes, aujourd'hui, se rendent compte que pour être performante dans le temps, il faut avoir des indicateurs RH. Et donc, enfin, la fonction RH devient de plus en plus une fonction centrale et stratégique des entreprises. Donc, c'est le début, mais moi, je suis hyper confiant par rapport à ça. Et on a beau parler d'intelligence artificielle, d'IA, de nouvelles techno, oui, c'est génial, mais on a toujours besoin d'hommes et de femmes pour faire fonctionner l'entreprise. Et donc, il faut trouver les bonnes personnes, bien considérées, bien investies, qui du coup seront hyper productives. Et donc ça, il y a des indicateurs très clairs qui existent aujourd'hui. Et donc, si tu travailles la considération et le bien-être au travail, tu as des entreprises qui sont vraiment hyper performantes. Chez Xelia, 60% de nos clients, c'est du secteur du domicile. Donc, le sujet que tu évoques, on le connaît très bien. Et on accompagne effectivement nos clients. Il y a notamment un sujet de les accompagner aussi à la transformation, tu vois, en équipe autonome, notamment, pour redonner du sens, pour redonner que les collaborateurs, les personnes qui interviennent chez les clients, redeviennent acteurs. Tu parlais de tournée, mais effectivement, de finalement sectoriser autour de leur propre domicile les clients pour que les personnes aient de moins de temps de trajet. Mais tout le monde, enfin la planète, s'ils prennent leur voiture, tout le monde y gagne. Donc voilà, donc on a effectivement ces réflexions et on accompagne nos clients à savoir justement comment, en fait, en remettant de l'humain au cœur, finalement, de la bienveillance et de la considération pour leur équilibre vie pro-vie perso. Parce que quand on discute, moi j'ai discuté quand j'accompagne avec des intervenantes qui me disent « Ouais, en fait, moi je suis un pion, mon planning c'est ça, on m'envoie là, puis machin est absent, alors finalement on m'envoie là. » Donc il y a vraiment ce manque de considération qu'on peut ressentir parfois. Et donc de remettre... Eux, ils décident de leur planning, ils s'arrangent que finalement ce jour-là, ils peuvent aller au mariage de tante Lucette parce que finalement, les personnes s'arrangent entre elles pour le planning. En fait, ça redonne un souffle. Et le fait d'être acteur, de redonner du sens, parce que c'est quand même aussi des métiers de vocation. Bien sûr. Quand je parle avec ces personnes, c'est jamais un métier c'est des personnes dépit, de cœur. Bien sûr. Voilà. Donc une fois qu'on leur redonne du pouvoir d'agir, de prendre des décisions, parce que qui sait mieux que elle à quelle heure aime manger la personne. Bien sûr. Comment elle aime on en revient à l'autonomie, la considération, la confiance. Exactement. Moi, j'ai une phrase que je sors souvent, c'est de dire « Considérez vos candidats et vos collaborateurs comme vos clients ». L'énergie et les process que tu mets en place pour satisfaire tes clients, juste tu dupliques la même chose vis-à-vis de tes candidats et de tes collaborateurs, tu verras que ça va marcher. Et donc là, dans le service à la personne, c'est exactement ce que tu dis. Les gens savent, tu leur fais confiance et tout, et tu lui dis juste quelles sont tes contraintes, de quoi tu as besoin, et t'adaptes le planning à la personne, elle sera reconnaissante parce qu'elle se dit j'ai un patron qui m'a écouté et qui adapte mon travail à ma vie, à mes besoins. Même si des fois c'est difficile, même si je gagne pas super bien ma vie ou autre, j'ai un métier qui a du sens déjà. T'as plein de métiers comme ça qui ont du sens, de l'utilité. Et du coup, tu es considéré à la fois par tes clients, parce que tu es forcément utile, donc tu rends service, et considéré par ton entreprise. Tout un programme, ça m'exalte de parler de ça, c'est vraiment un sujet. Et puis je vois qu'on est tous les deux, voilà.
C'est ça. L'équilibre vie pro vie perso, t'en as parlé. C'est Ouais. important pour toi. Mais du coup, bah voilà un peu comment toi tu te ressources aussi. Et puis peut-être t'as des rêves, des projets en dehors de Indeed Oui, alors... ou chez Indeed. Ou chez Indeed, ouais. Déjà, chez Indeed, je m'éclate. Ce que je disais tout à l'heure, moi, je suis content de me lever tous les matins. Je suis content d'être fatigué le soir parce que j'ai une journée bien riche et bien remplie. Donc, tant que je suis comme ça, je suis en bonne santé. Je suis jamais malade, quasiment. Enfin, voilà, tout va bien, quoi. Je touche du bois. Comment je me ressource? Eh ben, justement, tu vois, je suis très souvent sur Paris parce que la plupart des événements, des rendez-vous et tout se fait à Paris. Donc, j'ai 2, 3, voire 4 jours très denses, très intenses, avec des journées très longues quand je suis à Paris. Et j'ai cette chance de pouvoir ensuite rentrer chez moi. Donc avec la dose de télétravail, souvent le lundi, le vendredi. Et je dis à tous les patrons qui veulent bien l'entendre, je ne suis pas en week-end systématiquement quand je suis en télétravail. Le lundi et le vendredi, c'est souvent des jours où tu as beaucoup de meetings internes. Et d'ailleurs, si je regarde le temps passé, l'optimisation, il n'y a qu'à regarder l'agenda. Je suis presque obligé des fois de me mettre des pauses pour aller aux toilettes parce que tellement les calls s'enchaînent. Donc la productivité qu'on a connue pendant le Covid, elle existe toujours. Donc on est très productif quand on est en télétravail. Et donc je me ressource en coupant. Donc j'essaie moi de me dire à 18h j'arrête. Je préfère avoir des journées denses avec pas des pauses énormes et coupées pour profiter de la deuxième partie de la journée. Et quand je suis chez moi, je vais marcher pendant 1 heure. Donc je profite de la nature, de l'air, du ciel bleu de Provence et je me ressource. Quand il fait suffisamment beau et chaud, je fais des longueurs en piscine. Voilà, j'ai besoin de ça. Et tous les week-ends, je suis en vacances parce que j'ai un cadre autour de moi qui est génial. Donc on adore avec ma femme, mes enfants, aller se balader dans la garrigue, au bord de la mer, se ressourcer. Donc j'ai cet équilibre-là qui aujourd'hui me convient parfaitement grâce à une entreprise qui me laisse aussi cette possibilité-là. Voilà. On arrive à la fin du podcast. On a un rituel et donc voilà. Qui toi tu aimerais, Caroline voulait t'entendre. Toi, qui aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Résonance? Il y a une personne qui a beaucoup contribué à l'expérience collaborateur chez Adecco à l'époque, qui s'appelle Mathias Bolland. Quelqu'un qui a un parcours aussi passionné par les ressources humaines, l'expérience collaborateur, parce que c'est quelqu'un qui a toujours énormément fait pour travailler l'esprit d'équipe, considérer les gens, et c'est l'un des seuls qui continue à organiser des fois des événements avec ses anciens collègues, son ancienne team de telle époque, de telle entreprise, parce qu'il a fait plein d'autres entreprises après, derrière, dans le monde aussi, beaucoup de la formation, il est énormément dans la transmission. Donc, ça sera une belle personne à interviewer. Super, merci beaucoup. En tout cas, merci Eric d'être venu. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Et puis ton enthousiasme pour les RH, l'humain, c'est vraiment, c'est perceptible et c'est réjouissant. Donc, merci partagé. Pour ça. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt dans un prochain épisode de Résonance.